Appelez la sécurité, il y a un chien aux urgences. Le cri résonna dans le couloir stérile comme un coup de fouet. Les infirmières se retournèrent, un homme laissa tomber son café. Les portes automatiques n'étaient même pas complètement fermées qu'un imposant berger allemand les franchit en grognant, trempé par la pluie, tirant un petit animal mou par le col de la gueule. Mais ce n'était pas un jouet. Ce n'était pas un déchet. C'était une enfant, et elle saignait. Les urgences de l'hôpital Ridgeway Général étaient rarement silencieuses, mais à cet instant, le silence s'est effondré. Tous les regards se sont braqués sur le chien Karl Neuf trempé. Un gilet usé était encore attaché à sa poitrine, sa fourrure maculée de sang, à la fois ancien et récent. La fillette qu'il portait ne devait pas avoir plus de 6 ans. Ses cheveux étaient emmêlés, ses pieds nus. Elle avait des griffures au visage et du sang séché sous le nez. Elle ne pleurait pas, mais ses yeux étaient grands ouverts, terrifiés, fixés au plafond, comme si elle avait peur de cligner des yeux. Le chien, haletant, la déposa doucement sur le brancard le plus proche et émit un aboiement grave et profond. Puis un autre. Et encore un autre. Ces aboiements n'étaient pas aléatoires, c'était une demande. « Faites venir quelqu'un maintenant », a crié une infirmière en se précipitant vers l'enfant. D'où diable vient ce chien? Le chaos qui a suivi a laissé place à l'action, des médecins l'ont emmené en traumatologie, un agent de sécurité a suivi le chien dans le couloir, et la moitié du personnel a chuchoté. Comment un chien a-t-il pu amener un enfant ici tout seul? Pas de pièce d'identité, pas d'adulte, pas de voiture sur le parking, juste un chien et une petite fille ensanglantée, livrés dans le hall de l'hôpital comme dans un film d'horreur. Ce n'était pas seulement étrange, c'était impossible. Rocky, le chien en question, n'était pas pucé ou du moins, d'après le scanner de l'hôpital. Mais quelqu'un s'était manifestement occupé de lui à un moment donné. Le patch délavé du chien policier pendait encore de travers de son vieux harnais, bien que son pelage soit usé et tacheté sur les bords. La jeune fille, en revanche, était une parfaite inconnue. Pas de portefeuille, pas de téléphone, pas de papier ou juste un mot murmuré entre ses lèvres gercées tandis qu'on la transportait aux urgences. Sûr. C'était fini. Elle s'est évanouie quelques secondes plus tard. L'une des infirmières, Carla, s'agenouilla près du brancard tandis qu'on la conduisait en salle de traumatologie. Elle regarda l'étrange chien qui trottait toujours à côté d'elle. Il ne gémit pas, ne paniqua pas, fixa simplement le vide comme un soldat en mission. Elle connaît ce chien, murmura Carla. Et je crois qu'il la connaît. Rocky resta assis devant les portes du bloc opératoire pendant près d'1 heure, immobile. Chaque fois que quelqu'un s'approchait trop près, il lançait un grognement d'avertissement pas agressif, juste protecteur. Il la surveille, murmura l'une des infirmières, comme s'il était encore de service. Mais qui l'a formé et d'où venait-il? Ce n'est que lorsque l'agent Grant du commissariat local est arrivé que quelqu'un l'a reconnu. Attends 1 minute, dit Grant en fixant l'écran qui montrait le chien recroquevillé près de la porte. Je connais ce chien. Vraiment, demanda Carla, stupéfaite. C'est Rocky. Unité canine, retraité. Porté disparu il y a 6 mois après un incendie de maison. Son maître, l'agent Daniels, est mort en tentant de sauver des enfants d'un incendie de laboratoire près de Redmore Piney. Le rapport officiel indique que Rocky n'a jamais été retrouvé. Mais il est là. Et il a amené cette fille. Carla a dit, pourquoi reviendrait-il maintenant? Le visage de l'officier Grant pâlit. Cette maison qui a brûlé, dit-il lentement, ils ont dit qu'elle avait des pièces souterraines. Emily, le nom de la jeune fille, finalement découvert après un bref réveil pour le murmurer, avait disparu depuis au moins 1 an. Pas de dossier scolaire, pas d'acte de naissance, pas de dossier social. Elle n'était sur aucune liste. Mais les marques sur ses bras et ses jambes racontaient une histoire plus sombre, de vieilles ecchymoses dues aux aiguilles, des cicatrices autour des chevilles, un traumatisme oculaire qu'aucun enfant ne devrait porter. Elle n'est pas seulement blessée, a murmuré le médecin traitant lors d'un compte-rendu, elle est retenue quelque part cachée. Et pourtant, ce chien l'avait retrouvée. Et ce n'était pas tout, il l'avait sortie de là.
Si vous êtes aussi choqué et ému que nous par l'acte héroïque de ce chien, n'oubliez pas de vous abonner à Héros pour les animaux. Chaque semaine, nous vous proposons des histoires vraies d'animaux courageux, altruistes et extraordinaires qui changent des vies à jamais. Cliquez sur ce bouton et rejoignez la meute. Plus tard dans la soirée, la sécurité de l'hôpital visionna les images. Rocky n'apparut qu'une seule fois à la caméra avant d'entrer, marchant seul dans la tempête, un morceau de tissu dans la bouche ou une couverture en lambeaux collée aux épaules d'Emily. Ses pas étaient fatigués mais déterminés, comme s'il avait marché des kilomètres. Et c'était le cas. Une trace de sang trouvée à l'extérieur confirma la thèse. Les autorités la suivirent sur 3 kilomètres à travers bois et sentiers envahis par la végétation jusqu'à un tunnel de drainage. À l'intérieur, ils découvrirent quelque chose d'effrayant, une cage, vide pour l'instant mais fraîchement dérangée, des griffures sur les murs, des empreintes de pas de la taille d'un enfant dans la boue, et ce qui ressemblait à des entraves improvisées éparpillées sur le sol. Rocky s'était introduit par effraction. Il n'était pas tombé sur Emily par hasard. Il savait exactement où aller. Pendant ce temps, de retour à l'hôpital, Emily ouvrit enfin les yeux. La première chose qu'elle dit: « Où est Rocky ?» Il était là, assis juste à l'extérieur de la vitre. L'infirmière ouvrit la porte et Rocky entra au trot, remuant doucement la queue, la tête basse. Emily s'assit, meurtrie et bandée, et plaça ses 2 mains sur les côtés de son visage. « Tu es revenu » murmura-t-elle. Rocky gémit doucement, puis posa sa tête sur ses genoux. C'était la première fois qu'elle souriait ce soir-là. L'agent Grant a ordonné une enquête approfondie. D'où qu'elle vienne, a-t-il dit à son équipe, nous allons la retrouver. Et si Rocky a pu faire tout cela tout seul, imaginez ce que nous pouvons faire ensemble. Mais alors même qu'il se préparait à retrouver l'endroit sombre d'où Emily s'était échappée, la ville était déjà en effervescence avec une question plus importante, si un chien pouvait voir ce que personne d'autre ne voyait, pourquoi pas nous? Emily n'a pas fermé l'œil de la nuit. Les médecins lui avaient administré juste assez de sédatifs pour calmer ses membres tremblants et stabiliser son rythme cardiaque. Mais malgré le léger bip des moniteurs de l'hôpital et la lumière réconfortante d'une infirmière de nuit lisant près de la porte, ses yeux sont restés ouverts. Rocky restait à ses côtés, pas au pied du lit, pas recroquevillé dans un coin, mais debout, droit, les oreilles en alerte, une patte touchant toujours le côté du matelas comme un soldat qui monte la garde. Personne n'osait le déplacer. Chaque fois qu'une infirmière essayait de le déplacer pour nettoyer les draps ou vérifier ses signes vitaux, Rocky laissait échapper un grognement sourd pas violent, juste ferme, protecteur et territorial. Le message était clair, c'est à moi de la protéger. Et honnêtement, personne n'a contesté. À l'extérieur de la pièce, l'agent Grant se tenait près du poste des infirmières, les yeux rivés sur une pile de rapports frais, les images vidéo, les photos du tunnel de drainage, les échantillons de sang, cette seule bande de tissu arrachée à la couverture de fortune d'Emily, trempée à la fois de boue et de quelque chose de plus sombre. Cela ne ressemblait plus à une affaire, a-t-il déclaré à sa partenaire, l'agent Léa Barnes. Il y avait des cages dans ce tunnel, a-t-il dit, des fils sur le sol, un radiateur d'appoint relié à une vieille batterie et de la corde, beaucoup de choses. Barnes secoua la tête. Bon sang, qui construit ce genre de truc là-bas? Grant n'a pas répondu car la meilleure question était, combien y en avait-il de plus? Pendant ce temps, la psychiatre de l'hôpital, le docteur Lillian Tate, avait été appelée pour une évaluation discrète. La quarantaine, un regard bienveillant et le calme qui rassurait même les patients les plus brisés. Elle tira une chaise près du lit d'Emily, un carnet sur les genoux. Rocky l'observa avec suspicion, la queue basse mais immobile. « Bonjour, Emily, dit-elle doucement. Je suis le docteur Tate. Ça vous dérange si je vous parle un peu? Emily hocha la tête mais ne parla pas. Ce n'est pas grave, dit doucement le docteur Tate. On n'est pas obligé de parler de ce qui s'est passé. Je voulais juste te parler de Rocky. Le regard d'Emily se posa sur le chien. Sa main était profondément enfouie dans son épaisse fourrure. C'est mon meilleur ami, dit-elle doucement. Depuis combien de temps le connaissez-vous?
Émilie ne répondit pas au début. Puis, il est venu après la deuxième fois. Le docteur Tat pencha la tête. La deuxième fois, ils sont revenus. Ils ont emmené les autres. Je me cachais. Rocky m'a retrouvé dans le noir. Cette phrase m'a frappé comme un sledgehammer. Tat échangea un regard avec l'infirmière dans un coin. À midi, les services de protection de l'enfance arrivèrent, paperasse, protocole, réaffectation. Un représentant de la famille d'accueil entra avec un ours en peluche et une chemise en papier craft, essayant d'engager la conversation avec Émilie. Elle ne leva pas les yeux, ne broncha même pas, jusqu'à ce qu'il tente de déplacer Rocky. Au moment où un infirmier attrapa son col, Émilie hurla « Non. Ne le prenez pas. Non. Il me protège. » Le cri était si rauque, si chargé de terreur, que même le personnel endurci se figea. Cette fois, Rocky ne grogna pas, il aboya fort, court, direct. Le genre d'aboiement qui raidit tous les muscles de la colonne vertébrale. Le docteur Tat intervint immédiatement. « Personne ne touche au chien, dit-elle. Il reste. »« Mais il n'est pas. » dis-je. « Il reste, » a déclaré le représentant de la famille d'accueil. « Nous ne sommes pas équipés pour gérer un enfant avec un chien de garde. » Le docteur Tat se retourna lentement. Alors peut-être que le problème ne vient pas de l'enfant. Plus tard dans l'après-midi, quelque chose d'étrange se produisit. Émilie dessina une feuille d'imprimante avec un crayon de couleur d'hôpital, un moment de silence où elle crut que personne ne la regardait. Ce n'était pas un arc-en-ciel ni une famille de bonhommes allumettes. C'était une pièce, des murs gris sans fenêtre, une grande porte avec des serrures métalliques, une boîte dans un coin avec quelque chose de griffonné à l'intérieur, quelque chose qui ressemblait à un visage. À côté, tracé au crayon noir, une silhouette en forme de chien, Rocky. Mais il y avait aussi d'autres formes, de minuscules mains tendues à travers les barreaux, une personne tenant ce qui ressemblait à une aiguille, un X dessiné sur le corps d'un enfant. Elle tendit le dessin au docteur Tat sans un mot. Le médecin sentit son cœur se glacer. Au sous-sol de l'hôpital, l'agent Grant rencontrait un analyste médico-légal. « Nous avons analysé l'ADN de la couverture », a déclaré le technicien. Les filles, bien sûr. Mais il y avait des traces d'autres personnes, 3, peut-être 4 autres enfants et un homme adulte. Des correspondances? Non. Rien dans le système national. Qui que soient ces enfants, ce sont des fantômes. Grant regarda les photos du laboratoire. Tu as dit le chien, Rocky? Il les a peut-être transportés? Le technicien haussa les épaules. Peut-être. Ou peut-être que c'est lui qui a sorti cette fille. Quoi qu'il en soit, il ne les a pas toutes eues. Grant serra les dents. Ce n'est donc pas fini. Non, répondit le technicien. C'est loin d'être le cas. Ce soir-là, une équipe de presse locale a eu vent de l'histoire, un chien, une fille mystérieuse, un sauvetage que personne ne pouvait expliquer. La station a diffusé un court extrait, des images de Rocky assis à côté d'Émilie, sa petite main agrippant sa fourrure, avec quelques voix off du personnel hospitalier. Rien d'explicite, juste le miracle de la situation. La vidéo est devenue virale en moins de 2 heures. Des milliers de personnes l'ont regardée, certains ont pleuré, d'autres ont raconté des histoires de chiens qui les avaient protégés, trouvés, sauvés. Et quelque part dans une ferme tranquille à 130 km de là, un homme avec une cicatrice pâle au-dessus de l'œil a laissé tomber son verre quand il a vu le visage de Rocky sur l'écran. Il l'a reconnu. Il n'aurait pas dû, mais il l'a reconnu. Puis il a pris son téléphone. Cette même nuit, alors qu'Émilie s'endormait enfin pour la première fois depuis 2 jours, Rocky leva la tête. Il fixa la porte. Le couloir était silencieux, mais quelque chose avait changé dans l'air, une odeur, un souvenir, un avertissement. Il se leva et grogna bas et profondément. Émilie remua. Rocky, murmura-t-elle. Les lumières vacillèrent une fois, et Rocky s'interposa entre elle et la porte, dents découvertes, attendant.
Il y avait quelque chose dans la façon dont Rocky fixait la porte cette nuit-là, ce n'était pas de la peur, ce n'était pas de la vigilance, c'était un souvenir. Il est resté là pendant près de 5 minutes, la tête basse, le nez qui frémit, puis a trotté vers le couloir sans un bruit. Ses ongles claquèrent légèrement contre le carrelage, résonnant dans le couloir jusqu'à ce que l'ombre l'engloutisse. L'infirmière Carla l'a remarqué pour la première fois lors de son examen de routine. Elle a jeté un coup d'œil dans la chambre d'Émilie et s'est figée. Le lit était toujours là, Émilie dormait toujours, mais le chien avait disparu. « Rocky » murmura-t-elle en entrant dans la pièce. « Où es-tu allé, mon garçon ?» Puis elle l'a vu, des empreintes de pas de boueux s'éloignant du lit, encore humide. Pas seulement pour les chiens, mais aussi pour les petits. Taille enfant plus petite. Mais Émilie n'avait pas bougé. Alors qu'il avait fait ? Pendant ce temps, l'agent Grant se tenait dans la salle des preuves du commissariat, fixant à nouveau les photos, la cage dans le tunnel, la couverture, les marques de brûlure sur les bras d'Émilie. Il ne suggérait pas seulement des abus, il suggérait un conditionnement, un contrôle, un traumatisme selon un calendrier calculé. Il a pris le téléphone et a composé le numéro du bureau du FBI à Atlanta. « Je pense que c'est plus important que ce que nous pensions », a-t-il déclaré. De retour à l'hôpital, Rocky avait trouvé quelque chose 3 étages plus bas, à travers une aile de maintenance restreinte, au-delà d'un couloir qui n'avait pas vu de service de conciergerie depuis des années. Il s'arrêta devant un mur, juste une section de cloison sèche vide et légèrement fissurée près d'une ancienne salle électrique. Il renifla, fit les 100 pas, puis donna un coup de patte à une certaine partie de la plainte. C'est alors que Carla, qui l'avait suivi jusqu'ici, remarqua le contour ténu d'un carré, une découpe, un panneau caché. Elle tomba à genoux, et derrière ce panneau, un dessin d'enfant était collé sur le mur intérieur. Ce n'était pas n'importe quel dessin, il correspondait exactement à celui qu'Émilie avait donné au docteur Tate. Même pièce, même porte, même étrange boîte dans le coin. Sauf que cette version avait des noms écrits sous les bonhommes allumettes, Evan, Mia, Charlie, moi, et puis un nom sous une croix, Lucas. Les mains de Carla tremblaient tandis qu'elle retirait le papier. « Ce sont d'autres enfants », murmura-t-elle. Elle n'était pas la seule. Rocky était assis à côté d'elle, immobile, comme s'il le savait depuis le début. Le docteur Tate arriva quelques instants plus tard. Elle jeta un coup d'œil au dessin et se couvrit la bouche. « Je pense qu'elle essaie de nous dire ce qui s'est passé », a-t-elle déclaré. « Mais pourquoi ici ?» Carla a pointé le mur. Ce panneau était fermé avec du ruban adhésif, caché. Rocky l'a trouvé. Le docteur Tate le fixa du regard. « Comment le saviez-vous » Rocky pencha la tête, puis regarda le panneau et aboya une fois, fort et urgent. Cet aboiement résonna dans le couloir, directement dans les oreilles d'Émilie, toujours endormie à l'étage. Elle se redressa brusquement dans son lit, les yeux écarquillés. « Rocky » murmura-t-elle. Grant et Barnes sont arrivés à l'hôpital dans l'heure. Ils ont jeté un coup d'œil au dessin et ont pris une décision, rechercher les anciens dossiers de l'hôpital. Il y avait autrefois une unité de psychiatrie pédiatrique au sous-sol, expliqua Barnes en feuilletant les dossiers. Elle a fermé en 1996 après un scandale financier. C'était censé être scellé. Apparemment, ce n'est pas assez bien scellé, marmonna Grant. À quoi penses-tu ? Je pense que quelqu'un l'a réutilisé pour... Il leva les yeux vers elle. Tu le sais déjà. Le lendemain, Émilie parla à nouveau juste une phrase mais cela changea tout. Ils avaient des badges, dit-elle doucement tandis que Rocky était allongé à ses pieds. Le docteur Tate se pencha en avant. Quel genre de badge, ma puce ? Pas de la police, mais presque des scientifiques. Et il disait que personne ne nous trouverait. Ont-ils dit pour qui ils travaillaient ? Émilie secoua la tête. Il l'appelait simplement Dr Park. La plume de l'agent Grant se figea au milieu de sa note. Il leva les yeux vers le docteur Tate. Tu reconnais ce nom ? Elle hésita. Il y avait un certain docteur Malcolm Park,
spécialiste neurocomportemental, qui enseignait à l'université Rice. Il a quitté la faculté en 2011 après un scandale impliquant des essais cliniques non approuvés. Où est-il maintenant? Personne ne le sait. Grant se tourna vers Barnes. Fouillez tout ce que vous pouvez pour trouver qui est ce type et s'il s'entraîne toujours. Entre-temps, le dessin avait commencé à circuler en ligne. Un expert en criminalistique l'avait divulgué. Bientôt, les détectives d'Internet ont commencé à relier les points, d'autres signalements d'enfants disparus, des enfants placés en famille d'accueil disparus sans suivi, un cas en Louisiane, un autre en Virginie occidentale. Des schémas étrangement similaires sont apparus, noms, antécédents médicaux, anciens laboratoires liés à des sociétés écrans, une série de centres de soins pédiatriques fermés à travers les frontières des États. Mais le lien clé, ils ont tous fermé après que des alertes K9 anonymes ont été déposées. Et dans presque tous les cas, personne n'a donné suite jusqu'à maintenant. Ce soir-là, Rocky devint agité, arpentant les couloirs de l'hôpital, les oreilles dressées, grognant parfois aux bouches d'aération ou se retournant brusquement à des bruits invisibles. L'officier Barnes le suivit par curiosité. Elle le trouva en train de fixer la porte de la chapelle de l'hôpital. « Rocky, dit-elle, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? » Il n'a pas aboyé, n'a pas bougé, il a juste grogné. Elle ouvrit lentement la porte. À l'intérieur, la pièce semblait paisible, des vitraux, quelques chaises pliantes, une croix sur le mur. Mais ensuite elle l'a vu, un vieux sac de sport glissé sous le banc de devant. Rocky aboya fort. Barnes a sorti son arme, a appelé des renforts et a ouvert le sac avec des mains gantées. À l'intérieur se trouvaient des photos des dizaines. Emily, les autres enfants, des images de surveillance, des dossiers médicaux, des échantillons de sang, un kit de seringues et une note, nettoyer le sujet avant l'extraction. Ne le laissez pas parler. Barnes murmura, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Cette nuit-là, le docteur Tate est resté tard dans la chambre d'Emily. La petite fille s'était enfin endormie, serrant dans ses bras son nouvel ours en peluche. Rocky se blottit à côté d'elle. Tate s'assit à la fenêtre et examina à nouveau le dessin. C'était plus qu'un simple souvenir, c'était une preuve. Et la façon dont Rocky continuait à renifler les vieux conduits d'aération, à creuser les murs, à réagir à des sons spécifiques, ce n'était pas une coïncidence. Il se souvenait de l'agencement. Il y était déjà allé. Il n'avait pas seulement sauvé Emily, il s'était échappé avec elle. À 2h47 du matin, la sécurité de l'hôpital a filmé une silhouette, un homme en vêtements sombres, sans badge, entrant par l'accès à la chaudière. Il n'apparaît pas sur les registres de l'entrée principale. Mais Rocky le savait dès son arrivée. Il se leva de son sommeil comme un éclair, grogna une fois, puis sortit en courant de la pièce. Emily ouvrit les yeux juste au moment où il courait. « Ne les laisse pas me reprendre, » murmura-t-elle. Il était un peu plus de 3 heures du matin lorsque l'appel est arrivé, brèche de sécurité, porte d'accès inférieure, couloir de service de l'aile ouest. L'agente Léa Barnes avait à peine fermé les yeux dans la salle du personnel lorsque l'alerte a retenti sur son téléphone. Elle a attrapé sa veste et était en bas des escaliers en moins d'une minute, badge sorti, arme dans son étui, l'adrénaline déjà en train de monter. Au même moment, Rocky était en mouvement, sans laisse, sans hésitation. Dès que la caméra a détecté un mouvement près de l'accès à la chaudière, il s'est enfui. Pas d'aboiement, pas d'avertissement. C'était comme si quelque chose en lui s'était mis en place, une odeur, un souvenir, une mission. Emily avait murmuré, « Ne les laisse pas me reprendre. » Et Rocky l'avait entendu. Maintenant, il chassait. Barnes atteignit la cage d'escalier juste à temps pour entendre l'écho des clous glissant sur le carrelage. Elle a suivi le son 2 étages plus bas dans le labyrinthe industriel de tuyaux et de fils sous Ridgeway Général. Centrale, ici l'agent Barnes. Je suis au sous-sol. Une personne non autorisée est sur place. Demandez des renforts et envoyez le contrôle animalier sécuriser le chien avant qu'il ne soit blessé. Mais une part d'elle savait que ce chien n'avait pas besoin de protection. Il était. L'intrus se déplaçait rapidement dans l'ombre du sous-sol.
Il était tout noir, mince, portait des gants chirurgicaux et tenait à la main une seringue pressurisée, bouchée et chargée d'un produit à action rapide. Il n'était pas là pour parler, mais pour finir le travail. Le couloir était sinueux, étroit et sombre, de vieux néons clignotaient au-dessus. Il passa devant les portes scellées de l'ancienne unité de psychiatrie pédiatrique sans même regarder, se dirigeant vers la sortie de maintenance. Mais il s'arrêta brusquement, car Rocky se tenait là, bloquant la seule issue. Les yeux rivés sur eux. Pas de grognement, pas d'aboiement, juste le silence. Le genre de silence qui se maintient entre le souffle et l'explosion. L'homme recula d'un pas, Rocky avança, et pour la première fois, l'intrus hésita. « Ce chien, murmura-t-il, c'est toi. » Il leva la seringue. C'était une erreur. L'agent Barnes arriva quelques secondes plus tard et trouva l'homme étendu par terre, le visage ensanglanté, la seringue cassée. Rocky se tenait au-dessus de lui, un grognement grinçant entre ses dents. « Doucement, cria-t-elle, Rocky, recule. » Rocky ne bougea pas, jusqu'à ce que la voix d'Emily résonne faiblement dans la bouche d'aération de la cage d'escalier. « Rocky, s'il te plaît, reviens. » Et soudain, ses oreilles se dressèrent. Il descendit de l'intrus et se retourna. Mission accomplie. L'homme fut menotté, mirandisé et placé en garde à vue. Il n'avait ni papier d'identité ni portefeuille, mais les tatouages sous ses gants et des rangées de minuscules lignes de code barre le long de chaque articulation correspondaient à des photos d'un ancien dossier d'enquête. Barnes remit la photo à l'agent Grant. 2 heures plus tard, voici le type de l'affaire des enfants disparus de 2013 à Memphis. Il travaillait comme agent de sécurité dans un laboratoire géré par une association fictive. Quand le laboratoire a fermé, ils ont prétendu qu'il était mort dans un incendie. Grant hocha la tête d'un air sombre. Ils ont menti. Et maintenant, il est revenu pour Emily, ce qui signifie, dit Grant, que celui qui a donné l'ordre est toujours en liberté. De retour dans sa chambre, Emily serra Rocky comme une bouée de sauvetage. Le docteur Tate était assis à côté d'elle, une tasse de thé chaud à la main, et sa voix était douce. « Pouvez-vous me dire qui était cet homme ?» Emily hésita, puis dit, « Il a emmené Lucas. » Le docteur Tate sentit son estomac se serrer. « Lucas était-il ton ami ?» Emily hocha la tête. « Il était un peu plus jeune que moi. Il n'arrêtait pas de pleurer, alors ils ont dit qu'il devait partir. » Les larmes lui montèrent aux yeux. J'ai essayé de l'aider. Rocky aussi. Mais c'était trop tard. Les mots ont ouvert un barrage. Au cours des heures qui suivirent, Emily se mit à parler plus que jamais depuis son arrivée. Par à-coups, elle décrivit les chambres, les médecins, les plateaux repas froids, les numéros sur les murs. Elle dit qu'on leur donnait des codes au lieu de noms. Elle dit qu'il y avait des tests quand les lumières clignotaient en rouge. Elle dit qu'une fille avait disparu après avoir mordu un technicien. Et elle dit que Rocky était venu dans sa cellule la nuit. Il avait rongé la serrure, murmura-t-elle. Il m'a fait sortir, mais ils nous ont poursuivis. Combien de temps êtes-vous resté là-bas, demanda doucement le docteur Tate. Je ne sais pas, dit Emily. Il n'y avait pas de fenêtre. Juste des cris. Au commissariat, l'analyse informatique a révélé une piste. L'homme arrêté, connu uniquement sous le pseudonyme de Nash, possédait un téléphone jetable contenant des messages chiffrés, certains supprimés mais partiellement récupérés. Un message a retenu l'attention de Grant. Sujet récupéré. Localisation compromise. Le parc exige un nettoyage. Aucun détail n'est à préciser. Dr Malcolm Park. Encore le nom, un fantôme d'expérimentation clandestine, banni de tous les grands comités d'éthique, suspecté dans de multiples enquêtes internationales, mais jamais appréhendé, jamais vu jusqu'à présent. À la fin de la journée, le bureau du gouverneur avait été informé. Une équipe spéciale multi-agence était en cours de formation. Des mandats d'arrêt étaient émis. Des zones de recherche étaient délimitées dans 3 États. Le nom de Rocky figurait officieusement dans le rapport, on l'appelait le sujet zéro, celui par qui tout avait commencé.
Mais pour Émilie, il n'était que Rocky, son tuteur, son ami, son soldat. Cette nuit-là, la nouvelle a fait le tour du pays, un ancien chien policier dénonce un trafic d'enfants. Un chien héroïque sauve une fillette d'un laboratoire souterrain. Le chien qui l'a empêché de mourir à l'hôpital général de Ridgeway. Le personnel s'est rassemblé autour de la télévision, bouche bée. Carla essuya ses larmes. Le docteur Tad se tenait debout, les bras croisés, fier et stupéfait. Dans la chambre d'Émilie, elle et Rocky étaient assis ensemble, regardant la scène. Lorsque son visage apparut à l'écran, flouté pour plus d'intimité, elle sourit. « C'est nous », murmura-t-elle. Rocky lui lécha la main. Les jours suivants, des informations ont afflué de tout le pays. L'une d'elles en particulier un message vocal anonyme laissé sur la ligne d'information a fait froid dans le dos de l'agent Grant. « Tu crois que ça s'arrête avec la fille ? Tu crois que le chien est un miracle ? Ce n'est que le début. Park regarde, et il n'a pas peur. » La ligne a été coupée, mais la menace persistait. Rocky a bénéficié d'un statut de protection temporaire, ni en cage ni en chenil. Il est resté avec l'agent Barnes dans sa maison, à la périphérie de la ville. Émilie, désormais officiellement en détention préventive, a été autorisée à recevoir des visites surveillées. La première fois qu'elle l'a revue, elle s'est précipitée sur sa poitrine et l'a serré si fort dans ses bras que Barnes a juré avoir vu les yeux du chien se remplir de larmes. Il ne parlait pas. Il n'en avait pas besoin. Certains liens sont indescriptibles. Les bois autour de Redmore Piney avaient toujours semblé calmes, trop calmes. C'est ce que disaient les habitants en passant devant l'ancienne propriété sur la route départementale 12, là où, 6 mois plus tôt, l'agent Daniels et son compagnon canin Rocky avaient disparu lors d'un incendie. Ce que les gens croyaient être une ferme abandonnée depuis longtemps avait brûlé jusqu'à présent. L'affaire était à nouveau ouverte. Le silence ne semblait plus paisible. Il semblait observer. L'agent Grant se tenait à l'entrée de la propriété avec une équipe tactique, un drone bourdonnant au-dessus de sa tête et un mandat de perquisition dans la poche de son manteau. À côté de lui, l'agent Barnes tenait la laisse de Rocky, mais le chien tirait déjà vers l'avant, museau bas, queue raide, corps tendu comme un ressort. « Tu es prêt pour ça ?» demanda-t-elle. Rocky ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Il fonça. Ils le suivirent dans un ravin derrière la carcasse calcinée de la maison. La majeure partie du terrain était recouverte de vignes et de suie, mais Rocky les mena droit vers un collecteur d'eau pluviale rouillé, caché sous un tas de branches mortes. L'un des techniciens le déblaya avec une pince coupante. Le tunnel s'étendait profondément, plus long que prévu. L'air froid s'en échappait comme un souffle retenu trop longtemps. Grant alluma sa lampe de poche. Entrons. Le sol était en pente. De l'eau s'écoulait des tuyaux rouillés. Des graffitis couvraient les murs, des noms, des dates et des symboles étranges qui ressemblaient moins à de l'arca du code. À mi-chemin, ils trouvèrent la première porte. En acier massif, soudée, mais dont les gonds avaient été récemment coupés. Rocky renifla le cadre et émit un grognement sourd. L'équipe l'ouvrit avec un bélier portatif. Au-delà se trouvait un couloir en béton bordé de pièces vides, des lits boulonnés au sol, des crochets sur les murs, des plateaux médicaux, des taches séchées que personne ne voulait tester tout de suite et des caméras cassées. Mais là, ils n'avaient rien imaginé. C'était réel. C'était là qu'Émilie avait été retenue. Dans l'une des pièces, Grant a trouvé un presse-papier décoloré, brûlé sur les bords mais toujours lisible. Sujet, Émilie 207, 6 ans. Profil génétique concordant. Réponse au traitement non conforme. Ordre de transfert émis. Et en dessous, défilé dans une écriture différente. Le chien s'immisce à nouveau. Éliminez-le. Barnes regarda par-dessus son épaule. Il le traquait aussi, murmura-t-elle. Même avant l'incendie. Grant retourna dans le couloir et regarda Rocky. Tu étais là, dit-il doucement. N'est-ce pas, mon garçon? Rocky n'aboya pas. Il fixa simplement l'une des pièces vides et s'assit, immobile, solennel,
comme quelqu'un se souvenant d'un enterrement. C'était toute la réponse dont ils avaient besoin. De retour à l'hôpital, Émilie reprenait des forces. Elle parlait davantage, riait parfois, mangeait sans qu'on lui rappelle. Mais il y avait des moments, des nuits calmes, des pas dans le couloir, le grincement d'une porte qui lui écarquillait les yeux de peur. Le docteur Tate s'est assis avec elle pendant l'un de ces moments. « Sais-tu pourquoi Rocky est retourné à cet endroit ?» demanda-t-elle doucement. Émilie hocha la tête. « Il n'a pas encore fini, dit-elle. » 3 jours après la découverte du tunnel, l'équipe de criminalistique a récupéré un objet terrifiant, un disque dur d'ordinateur, à moitié fondu mais récupérable. Il était chiffré, mais un dossier se démarquait, les sujets qu'il contenait. 143 profils individuels, chacun avec un identifiant codé, un âge estimé, une photo, un résumé génétique et des notes comportementales. Seuls 38 d'entre eux étaient marqués comme « publiés ». Les autres, inactifs, supprimés ou simplement effacés. Grant ne pouvait plus respirer. Barnes fixait l'écran, les yeux écarquillés. Ce n'était pas seulement un enlèvement, a-t-elle déclaré. C'était une expérimentation. Des essais psychologiques. Des tests de réponse génétique sur des enfants. Et pire encore. Plusieurs fichiers faisaient référence à un nouvel emplacement, un emplacement qui n'avait pas brûlé. Site de lancement de la 2e phase, complexe de Galloway. Galloway était une étendue de terre privée, à 20 miles au nord, répertoriée sous une société holding avec une fausse adresse et aucun registre public jusqu'à présent. Grant a informé le groupe de travail. C'est ici que Park est allé. Il ne s'est pas contenté de courir, il a modernisé la structure. Ce que nous avons trouvé était obsolète. Mais Galloway? C'est toujours en activité. On y va. On y va à fond. Et on ramène tout le monde à la maison. Et Rocky? Il venait aussi. Barnes l'a chargé à l'arrière de sa voiture de patrouille. Tu es sûr de ça, partenaire? Rocky était assis, les oreilles dressées, comme s'il avait attendu ça toute sa vie. Le raid était prévu à l'aube. Le convoi avançait en silence, 8 véhicules, 2 chiens canins et un soutien tactique. Mais Rocky roulait seul. Pas de muselière, pas de gilet. Juste la vieille étiquette sur son collier qui disait « Unité 412 Rocky ». Il n'était plus seulement un chien. Il était la clé. Alors que les premiers rayons de soleil brillaient sur les pins, l'équipe a franchi la clôture extérieure du complexe Galloway, barbelés, tours de guet, caméras de sécurité, certaines vraies, d'autres fausses. Le bâtiment lui-même ressemblait à un centre de retraite, des murs en pierre, une chapelle et même une serre. Mais Rocky ignora tout cela. Il les conduisit directement vers une porte de service sur le côté de la chapelle. Grant l'a ouvert d'un coup de pied. Derrière, des escaliers. Encore des escaliers. Et un autre niveau caché en contrebas. Les murs étaient propres, blancs, éclairés par des LED stériles, frais, fonctionnels. Cela ne ressemblait pas à de la torture. On aurait dit un laboratoire de recherche, ce qui était pire. Il se déplaçait pièce par pièce, nettoyant, appelant, vérifiant les cellules. Et puis des voix des enfants qui pleurent, qui chantent, qui sont vivants. Grant a communiqué par radio, nous les avons trouvés. Je répète, nous les avons trouvés. Dans la dernière pièce, Rocky s'arrêta. Il grogna une fois, puis se jeta sur la vitre. À l'intérieur se trouvait un homme au blouse de laboratoire, cheveux gris, calme comme un cadavre. Dr Malcolm Park. Enfin, dit-il en souriant. Tu as réussi, mon chien. Ils ont arrêté Park sans résistance. Ces fichiers des milliers ont été archivés et sauvegardés. Il parlait librement, presque avec arrogance, de ses recherches. Il n'a jamais fait référence aux enfants par leur nom, seulement par des sujets. Mais lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'était pas parti, pourquoi il était resté, sa réponse a été simple. Je voulais voir si le chien reviendrait. Cette nuit-là, Emily retrouva 2 des enfants du laboratoire, Mia et Evan.
Ils se reconnurent immédiatement. Ils pleurèrent. Ils s'étreignirent. Ils ont vécu grâce à Rocky. Ils l'ont appelé le miracle de Galloway. Dans les médias d'information et les réseaux sociaux, les gros titres sont arrivés par vagues non seulement sur les stations locales, mais aussi sur CNN, NBC, les émissions matinales nationales, et même sur la couverture internationale. Des dizaines d'enfants sauvés d'un laboratoire secret. Un chien à la retraite démasque un réseau d'expérimentation humaine. Rocky, le chien, sauve à nouveau des vies. Mais derrière les gros titres se trouvaient de vrais noms, Mia, Evan, Charlie et Emily. Ils n'étaient plus de simples survivants. Ils étaient des voix, la preuve vivante que le refus d'un chien d'abandonner pouvait révéler ce que d'innombrables autorités avaient manqué. Dans les semaines qui ont suivi le raid, la vie d'Emily a changé à jamais. Elle a été confiée à l'agent Barnes en attendant la finalisation de sa tutelle à long terme. Barnes, qui n'avait jamais eu d'enfant, a transformé sa ferme tranquille en un endroit rempli de livres, de rires et d'un jardin où Rocky pouvait courir librement. Emily a appelé Barnes, tante Léa, dès la 2e semaine. Elle a dormi toute la nuit. Elle riait quand Rocky ronflait. Chaque matin, elle lui donnait une tranche de pain grillé, moitié beurre de cacahuète, moitié graisse de bacon. Le rituel est resté. Il l'a mérité, disait-elle fièrement, en regardant Rocky lécher l'assiette jusqu'à ce qu'elle soit propre. Le docteur Malcolm Park a été condamné sans procès. Après avoir examiné les dossiers récupérés dans le complexe de Galloway et Experience, liste de victimes, enregistrements vidéo, les procureurs fédéraux ont jugé les preuves accablantes. Park a plaidé coupable en échange d'une peine de prison à vie dans un établissement à sécurité maximale. Il ne s'est jamais excusé. Il n'a jamais pleuré. Mais lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait choisi des enfants, il a donné une réponse qui a glacé tout le monde dans la salle d'audience. Il représente l'avenir. Et l'avenir peut être façonné. Rocky n'était pas présent dans la salle d'audience, mais s'il l'avait été, l'homme aurait tressailli. De retour à Ridgeway General, le personnel s'est réuni pour une cérémonie privée dans la chapelle de l'hôpital. Ce n'était pas formel. Pas de grands discours. Juste quelques chaises, du café et un diaporama de photos qui a fait couler plus de larmes que prévu. Photo de Rocky portant Emily sous la pluie, Rocky à côté du brancard, Rocky grognant dans des ombres que personne d'autre ne pouvait voir. Un silence s'abattit sur la pièce lorsqu'une infirmière murmura « Il a tout vu avant nous ». Cette phrase est restée gravée dans leur mémoire. Elle est devenue une sorte d'écriture sainte. 2 mois après le sauvetage, le gouverneur a déclaré le 9 avril « Rocky Day » dans l'État de Géorgie. Il a reçu la médaille de la bravoure. Lors de la cérémonie, le gouverneur s'est agenouillé à côté du chien et a lu une proclamation en reconnaissance de la bravoure exceptionnelle, de la loyauté indéfectible et de l'héroïsme tacite d'un gardien qui a sauvé des vies et n'a rien exigé en retour. La médaille était épinglée sur le gilet de Rocky. La foule s'est levée et a applaudi. Mais Rocky? Il regarda Emily, remua la queue et s'allongea à ses pieds. C'était suffisant. Le docteur Tate a publié un article dans le Journal of Child Trauma Recovery sur le cas d'Emily, intitulé « Quand le sauveur a 4 pattes ». Le résumé se terminait par une phrase qui a été citée plus tard par des thérapeutes de tout le pays. Tous les guérisseurs ne parlent pas. Certains restent simplement à vos côtés jusqu'à ce que vous soyez prêts à revivre. Mais au fil du temps, une question persistait. Comment Rocky a-t-il su? Comment un chien autrefois à la retraite, présumé perdu sans maître ni soutien, a-t-il pu trouver un refuge secret, sauver une fillette et mener le monde à la découverte d'un crime d'une telle ampleur qu'il s'est étendu à 3 États? Grant avait sa théorie. Rocky n'a jamais oublié, a-t-il dit. Ils l'ont entraîné à repérer le danger, à sentir la peur, et quand Daniel s'est mort dans cet incendie, il n'a pas fui. Il a couru vers le problème. Barnes était d'accord. Certains chiens prennent leur retraite, dit-elle, mais Rocky? Il a terminé ce que son partenaire avait commencé. Dans l'une des dernières interviews pour un documentaire local, Emily était assise dans une pièce ensoleillée avec Rocky à côté d'elle.
L'intervieweur a demandé, si vous pouviez dire une chose aux personnes qui regardent votre reportage, quelle serait-elle? Émilie regarda la caméra et sourit doucement. Parfois, les adultes ne vous croient pas. Mais ce n'est pas grave, car les héros ne portent pas toujours de badge. Elle se pencha, gratta Rocky derrière les oreilles et ajouta. Parfois, ils aboient jusqu'à ce que quelqu'un les écoute. Aujourd'hui, Rocky vit toujours à la ferme avec Barn et Emily. Il est plus âgé, plus lent, mais quand le vent se lève ou qu'une portière de voiture claque trop fort, il lève encore la tête et scrute l'horizon, au cas où. Il dort toujours près de la porte. Il accompagne toujours Emily à la boîte aux lettres tous les matins. Et il porte toujours son badge K9 original, usé et griffé mais fier, un rappel que même à la retraite, le devoir ne s'arrête jamais vraiment. À tous ceux qui ont suivi cette histoire jusqu'au bout, merci. Nous savons que ce voyage a été difficile, émouvant et parfois déchirant, mais c'était aussi un hommage à la résilience, à la vérité et au lien incroyable entre un enfant et son protecteur silencieux. Maintenant, nous voulons connaître votre avis, si Rocky n'avait pas aboyé, l'aurait-on cru? Et combien d'autres histoires attendent d'être révélées si seulement nous écoutions ceux qui ne peuvent pas parler? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez jamais.